Welcome to the podcast series of the Local Project, where teachers and students share their experience working with linguistic landscapes inside and beyond the classroom walls. Hope you enjoy. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ici pour parler aujourd'hui, moi, Sylvia Mellop-Pfeiffer, Andrés, Felipe, Sarah et Angela Eraso, sur le potentiel éducatif des paysages linguistiques en éducation. Je commence par vous présenter mes collègues. Angela, qui est colombienne mais travaille au Brésil en tant qu'enseignante. Andrés Felipe, qui est enseignant à Bogota, et Sarah, étudiante doctorale à l'Université de Limerick en Irlande, sur un thème très intéressant, Sarah, je dois ajouter, sur les paysages sémiotiques en milieu, comment le dire, dans des entreprises. Oui, au milieu du commerce. Au milieu du commerce, très intéressant. Nous avons pensé à cette conversation suivant une logique collaborative. Donc, chacune parmi nous va poser une question aux collègues. Je commence. Angela, qu'est-ce que tu veux savoir de tes collègues aujourd'hui? Oui, bonjour à tous et à toutes. Bon, ma question pour mes collègues, j'aimerais bien savoir comment vous avez rentré en contact, connu cette concept de linguistic landscape ou paysage linguistique, et si vous avez eu déjà une expérience à l'école ou dans les ambiances d'enseignement où vous êtes. Est-ce que quelqu'un veut reprendre? Je le fais en premier peut-être. Après, je passe la parole tout simplement pour dire que c'était un peu un apprentissage accidentel, si tu veux, Angela. Pendant que je lisais un bouquin sur les approches plurilingues en éducation, il y avait un article portant justement sur le thème des paysages linguistiques. Et j'étais tout de suite attirée par l'idée que l'usage d'une ressource qu'on voit partout pourrait être didactisé et utilisé en cours. Donc, pour l'apprentissage du vocabulaire, mais aussi pour l'apprentissage d'aspects interculturels aussi. Et voilà. Et mes expériences, si tu veux, avec les paysages linguistiques, c'est plutôt côté de la formation des enseignants. Donc, j'utilise un peu les paysages linguistiques pour promouvoir les pédagogies plurilingues auprès des futurs enseignants de français et d'espagnol. Voilà. Andrés? Oui, bonjour tout le monde. Dans mon cas, j'ai travaillé à une école secondaire et on avait la possibilité de proposer des projets avec les étudiants. Donc, j'ai décidé, l'école est située à Bogota, au centre-ville, et dans le contexte de Bogota, il y a plusieurs langues, bon, pas plusieurs, mais on pourrait dire des paysages linguistiques en anglais, en français au centre-ville. Donc, on a décidé de commencer une exploration à Bogota avec mes élèves, avec mes étudiants, et c'était comme ça. Je dirais plutôt que c'était une approche un peu plus intuitive. Je ne savais pas beaucoup de ces concepts théoriques, de la formation des projets, mais on a décidé de s'affronter avec mes étudiants dans ce projet, aller chercher dans la rue, aller visiter des lieux touristiques, et comme ça, c'est que j'ai commencé mon travail avec les paysages linguistiques ici à Bogota. Sarah. Alors, bonjour tout le monde. Pour moi, venant d'un pays multilingue et étant moi-même polyglotte, je me suis toujours intéressée aux diversités de langues existantes dans mon pays et probablement, principalement sur les problèmes ou les inégalités de langue existant en Algérie principalement. Du coup, dès ce moment-là, je me suis intéressée à cela et j'ai cherché à comprendre pourquoi on a ces inégalités de langue et comment ça se fait principalement, pourquoi l'anglais prend une importante place en Algérie alors qu'on a le français, l'arabe et le berbère.
Et en faisant quelques petites recherches, j'ai découvert et j'ai appris ce milieu du paysage linguistique. Et d'ailleurs, pour ma recherche de master, j'ai dû faire une recherche en paysage linguistique afin de comprendre les langues qui sont présentes dans la sphère publique algérienne. Du coup, c'est à ce moment-là que je me suis intéressée, que j'ai appris à connaître ce milieu du paysage linguistique. D'accord, donc merci. On va continuer ici avec cette conversation spontanée, disons. Donc, je voudrais savoir un petit peu sur les rapports, la relation entre travailler dans les paysages linguistiques et la revitalisation linguistique. Est-ce que vous avez des idées, des possibilités pour travailler? Donc, je ne sais pas qui veut commencer. Moi. Allez, là, bon. Sí, Dale, bueno, con respecto a la revitalización lingüística, por ejemplo, en países como los nuestros, aquí en América Latina, ¿no? Hablando de Colombia, de Brasil, pienso que es muy importante poder promover o tal vez hasta actividades donde puedan aparecer nuestras lenguas locales en los ambientes públicos. Muchas veces nuestras leyes hacen que los países, por ejemplo, nos obliguen a hacer todos los anuncios en una sola lengua, pero hay movimientos, por ejemplo, como los grafitis, murales, cosas que están expuestas que no necesariamente tienen que ser en la lengua en la que están y generalmente están en otras lenguas. Entonces creo que en esa parte es muy interesante porque trabajando con estos paisajes lingüísticos nos damos cuenta que muchas veces esas lenguas están hasta silenciadas. Entonces es muy importante que ese tipo de ejercicios se puedan hacer. Y otro ejercicio que se puede hacer también de revitalización es lo que están haciendo en muchos lugares con las lenguas indígenas, es de poner los anuncios dentro de la escuela o dentro de la universidad, de por ejemplo espacios como el baño, el restaurante, la cafetería, en las lenguas que están presentes en la comunidad de los estudiantes. Creo que eso puede ser algo interesante para hacer desde una política lingüística, digamos, local, ¿no? O tal vez bien pequeña. Je continue en français. Merci Angela. Je suis tout à fait d'accord parce que finalement, surtout dans des contextes bilingues où il y a des langues minoritaires ou bien minorées, l'usage des paysages linguistiques peut vraiment rendre visibles les langues minoritaires. Ça se passe par exemple à Berlin, on voit parfois des pegatinas, des autocollants en berlinais, ou bien on voit des petites annonces à Hambourg in Low German, how it is called. So, entonces, yo creo que si utilizamos el paisaje lingüístico para tornar visibles las lenguas que no lo son tanto, así que si promovemos el multilingüisme de la sociedad. Je crois que Sarah aussi peut bien nous raconter le rapport aux langues minoritaires en Algérie, n'est-ce pas, Sarah? Tout à fait, tout à fait. En continuité en ce que vous avez dit, je trouve que l'implémentation des paysages linguistiques ou de cette approche du paysage linguistique dans un système éducatif va aider à diminuer les minority languages, les langues minoritaires, et probablement les faire renaître et éviter de les perdre. Ça reste, et généralement, les langues minority languages, c'est les langues indigènes du pays et c'est les langues qu'on est en train de perdre quand on a une langue dominante. Donc, implémenter le paysage linguistique dans le milieu éducatif va vraiment aider à éviter ce phénomène-là. Bon, c'est incroyable. Merci, Sarah. Donc, nous avons encore une dernière question pour cette séance. Je crois que pour moi, j'aimerais bien savoir, si possible, quels sont les défis qu'on peut rencontrer en utilisant cette approche du paysage linguistique dans un milieu scolaire ou probablement IFL classes. Yo, bueno, quisiera comenzar diciendo que hay retos, pero también hay muchas oportunidades en el trabajo con los estudiantes. En primer lugar, es clave, al menos en el contexto bogotano colombiano, la posibilidad de sacar la escuela de las cuatro paredes.
Es decir, tenemos muchas prácticas educativas que están centradas en un salón de clases, en un libro de texto, ¿cierto? En unas conversaciones o en usos lingüísticos demasiado pedagogizados o didactizados, entonces hay poca exposición a la lengua. Creo que a través del trabajo con paisajes lingüísticos es posible, por un lado, salir de este espacio restringido que tiende a ser en ocasiones la escuela. En segundo lugar, la posibilidad también de conocer los lugares, conocer los territorios, interrogarse por lo que circula dentro de un contexto como el en el que cada una de nosotras o de nosotros se encuentre. Y también creo que hay un desafío grande y una posibilidad para los profesores, en el sentido de repensar nuestras prácticas pedagógicas y lo que significa enseñar lenguas, lenguas extranjeras, lenguas hegemónicas como el inglés, que estabas preguntando específicamente, u otras, en tanto el mundo es plurilingüe, pluricultural, multilingüe también. Entonces necesitamos desaprender un poco de las mismas escuelas en las que tal vez nos formamos, demasiado tradicionales, demasiado conservadoras, demasiado monolingües, y arriesgarnos a explorar un poco más allá de eso que tenemos, ¿no? Entonces pienso como en esos tres niveles, al menos en el contexto de Bogotá y en el contexto de Colombia. Je voudrais simplement ajouter peut-être la question des résistances parfois des enseignants et dans ce cas, précisément sur les contextes où ils travaillent. Il y en a ceux qui disent « Ah, mais nous travaillons dans un petit village, ce n'est pas une ville très, très, très méga diverse, donc on ne trouve pas des langues partout. » C'est vrai qu'il est possible de travailler avec les paysages linguistiques aussi dans les milieux ruraux. Et ça, il faut parfois vraiment faire attention et jeter un peu d'attention là-dessus. Muito bem, então eu vou continuar em português. Para a gente aqui, por exemplo, na minha experiência como professora, implementando as paisagens linguísticas, tem sido um desafio no sentido da ideia que a gente tem quando a gente vai para uma aula de língua, as pessoas acham que elas vão aprender essa língua, né? E aí você traz uma experiência que vai ser com outras línguas, então aí tem que tornar o aprendizado plurilingüe, que é uma realidade da sociedade. Então, muitas vezes, essa tensão que a gente também tem, né, pelas próprias experiências de como a gente aprendeu uma língua, né, e como deveria se falar uma língua, né, corretamente, com todas as competências e habilidades linguísticas, aí ela se vê diversificada e de outra forma. Então, esse movimento, eu acho que é um desafio, mas ele também permite que os próprios alunos tragam, né, vão trazer para a aula outras experiências. Eu, por exemplo, implementei isso numa aula de espanhol jurídico, né? E a gente trabalhou sobre resistência e sobre como que a língua, né, falava de movimentos sociais. E a gente saiu um pouco assim dessa ideia, né, de que eu só posso aprender espanhol falando e tendo tudo material em espanhol. Pelo contrário, eles trouxeram outras línguas e foi bem interessante a gente poder pensar justamente os movimentos sociais, as coisas históricas, e aí acho que é uma criatividade que a gente vai fazendo aos poucos, né? E compartilhando com outros colegas outras experiências que a gente adapta ao nosso contexto. Alors, je vous remercie. Je remercie aussi à tous et à toutes celles et ceux qui ont entendu, ont écouté ce podcast et je vous dis au revoir. Gracias, chao, chao. Au revoir. Au revoir. Obrigada. Comment faire pour... Je crois que c'est fait. OK, ciao. Je reviens Ciao. à la salle. Chao, me unieron desde el celular que voy a... Thank you for listening. Please stay tuned to our website and YouTube channel. New and inspiring podcasts are coming soon.